Personne ne serait surpris d'apprendre que les USA, à travers leur CIA, fomentent de terribles complots dans l'ombre depuis les années 50. Mais ceux que nous allons vous révéler aujourd'hui sont particulièrement sordides et bien réels. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. La CIA renverse des gouvernements. Opération Ajax. Les mésententes entre l'Iran et les États-Unis ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont commencé vers le début des années 1950, quand les Iraniens se sont rendus compte que ceux qu'ils pensaient être des alliés étaient en fait des adversaires farouches. L'opération Ajax, c'est l'histoire d'un coup d'État savamment orchestré par la Grande-Bretagne et les États-Unis en 1953, pour renverser le Premier ministre d'Iran, Mohammad Mossadegh. Qu'est-ce que ce Premier ministre avait bien pu faire à deux des pays les plus puissants du monde? Vous verrez dans la suite qu'il s'agit comme très souvent d'une affaire de pétrole et de gros sous. L'Empire britannique était aux premières loges lorsque l'État sublime de Perse, aujourd'hui appelé Iran, a découvert beaucoup de pétrole dans son sous-sol. C'était en 1908. Les deux pays vont alors créer une entreprise appelée Anglo-Persian Oil Company, ou APOC. Mais en 1951, le gouvernement du Premier ministre, Mohammad Mossadegh, nationalise l'APOC, qui devient alors National Iranian Oil Company, NIOC. La Grande-Bretagne, qui était jusque-là actionnaire majoritaire, se voit peu à peu chasser du pays sans aucun dédommagement. Ils vont alors imposer un embargo sur le pétrole iranien et faire appel aux USA pour tenter une médiation. Les Américains vont profiter de l'occasion pour se tailler une part de la manne pétrolière iranienne en abandonnant la Grande-Bretagne. Mais Mohammad Mossadegh ne donnera rien non plus aux Américains. C'est alors que ceux-ci vont s'allier aux Britanniques pour chasser Mossadegh du pouvoir et y mettre un homme plus réceptif à leurs demandes. L'opération sera conjointement menée par la CIA et le MI6, sous la supervision de Kermit Roosevelt Jr., agent de la CIA et petit-fils du président Roosevelt. Toutes les techniques crapuleuses seront employées. Pour destituer Mossadegh, Allen Dulles, nouveau directeur de la CIA sous Eisenhower, ordonnera le blocage d'$1 million, ce qui équivaut à 12 millions en 2022. Cet argent devait servir à payer de faux manifestants anti-Mossadegh, à recruter des Iraniens putschistes, à soudoyer toutes les personnes qui épouseraient leur projet. Les Américains et les Britanniques mettront tout en œuvre pour faire partir Mossadegh. Mais celui-ci résiste bien et au contraire, fait arrêter presque tous les alliés iraniens des USA. Malgré tout, le coup d'État réussit, à cause d'une erreur stratégique du Premier ministre Mossadegh lui-même. La propagande des États-Unis. Coup d'État du Guatemala. Les USA ont souvent participé de près ou de loin à des coups d'État dans le monde. Dans le cas d'un coup d'État au Guatemala, ce sera de très près. En 1953, le pays de la démocratie et des droits de l'homme va sans complexe armer et financer 480 hommes menés par Carlos Castillo Armas pour chasser Jacobo Arbenz Guzman du pouvoir. Le président Dwight Eisenhower des USA, ennemi farouche du communisme, justifie ce coup en prétendant que le président guatémaltèque est conseillé par les communistes. Mais en réalité, le président Arbenz Guzman avait entamé des réformes agraires qui réduisaient les bénéfices de la United Fruits Company, UFC. Allen Dulles, à l'époque directeur de la CIA, était actionnaire dans cette entreprise et encourageait Eisenhower à organiser ce coup d'État. Le 18 juin 1954, Castillo Armas et ses 480 hommes attaquent le Guatemala avec un appui aérien des USA qui pilonne la capitale et impose un blocus naval. Malgré tout, les putschistes sont battus par l'armée du Guatemala. Mais cette victoire ne suffira pas à mettre fin au coup d'État. L'Amérique met une pression psychologique à tout le peuple guatémaltèque et surtout à l'armée de ce petit pays d'Amérique centrale. Finalement, les militaires déposent les armes, craignant la toute-puissance de l'armée américaine. Le 27 juin, le président Arbenz est forcé de démissionner. Castillo Armas se retrouve propulsé à la tête du pays. Il deviendra l'un des pires dictateurs que le continent ait connu. Bien sûr, dès son arrivée au pouvoir, il s'est dépêché d'annuler les réformes agraires. Mais l'UFC ne retrouvera plus jamais ses performances économiques. Cette opération, menée de bout en bout par la CIA, portait le nom Opération PB Success et a été financée à hauteur de $5 millions en 1953, l'équivalent de 60 millions en 2022. Le coup d'État va être critiqué par la communauté internationale, y compris les plus grands alliés des USA. Certains comparent même cette intervention impérialiste à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Le plus terrible, c'est que le pays va plonger plus tard dans une guerre sanglante qui va faire plus de 200 000 morts à cause de l'incompétence de Castillo Armas. Les États-Unis empoisonnent la population. L'empoisonnement de l'alcool pendant la prohibition. Jusqu'où iriez-vous pour empêcher un être cher de boire de l'alcool? Les Américains, en tout cas, sont allés jusqu'à empoisonner la population, provoquant ainsi près de 10 000 décès.
L'histoire commence en 1920, lorsque le gouvernement américain interdit formellement la production, l'importation, le transport et la vente des boissons alcoolisées. À cette époque, le pays était en proie à un alcoolisme farouche. Ce dernier engendrait lui-même de nombreux actes de criminalité. La prohibition n'aura pas du tout l'effet attendu, bien au contraire. En 1921, le taux de criminalité a augmenté de 24% aux USA. De nombreux gangsters, tels que le célèbre Al Capone, savent très bien que les gens auront toujours besoin de boire, car on ne se défait pas de ses habitudes alcooliques du jour au lendemain. Les syndicats du crime vont donc se procurer de l'alcool industriel à base de graines et engager des chimistes pour la rendre buvable. Donc, de 1920 à 1926, les gens pouvaient toujours boire de l'alcool, sauf que cette fois, ce sont les gangsters qui s'enrichissaient. À partir de 1926, le gouvernement va exiger que cet alcool industriel soit rendu encore moins buvable en ajoutant des produits hautement toxiques tels que kérosène, brucine, essence, benzène, cadmium, iode, zinc, sel de mercure, nicotine, éther, formaldéhyde, chloroforme, camphre, acide phénique, chitine et acétone, etc. Les conséquences de cet empoisonnement ne se feront pas attendre. De 1926 à 1933, date à laquelle la prohibition a été abolie, 10 000 Américains sont décédés à cause de la mauvaise qualité de l'alcool consommé. Ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que ces morts se comptaient en majorité dans la classe populaire démunie. Les riches avaient des caves à vin bien fournies. D'autres avaient les moyens d'importer un alcool de bonne qualité depuis le Canada ou Cuba. Winston Churchill lui-même, arrivé aux USA en 1931, en consommait après chaque repas, sans que le gouvernement américain ne lui fasse aucun reproche. Il teste des maladies selon la couleur de la peau. L'étude de Tuskegee sur la syphilis. Les expériences scientifiques sur les cobayes humains dont on parle tant dans le cinéma hollywoodien est inspiré de faits réels. L'un des plus tristes cas porte sur une étude horrible menée en 1932 sur une population fragile et malade de Tuskegee. Cette petite ville, chef-lieu du comté de Macon, en Alabama, sera le théâtre d'un des épisodes les plus honteux de l'histoire de l'Amérique. Pour comprendre comment une syphilis non soignée évolue, les chercheurs et médecins américains vont inoculer la maladie à près de 200 agriculteurs afro-américains avec la complicité des plus hautes autorités du pays. 201 cobayes qui reçoivent le virus sans le savoir se joignent à 399 autres malades qui avaient déjà la maladie. C'est donc avec 600 participants, tous noirs, que l'expérience de Tuskegee débute en 1932. On promet aux cobayes un traitement gratuit contre la syphilis, un plat de nourriture par jour, un transport gratuit entre leur domicile et la clinique pour suivre les traitements, et une somme de $50, soit environ $750 aujourd'hui, pour organiser leurs funérailles. Mais à condition qu'ils soient morts de la syphilis. En 1932, il n'existait pas encore de traitement efficace contre cette maladie. L'objectif des médecins était aussi de comprendre pourquoi le traitement de l'époque était aussi limité. Mais en 1943, on découvre que la pénicilline soigne efficacement la syphilis. Cette sombre expérience aurait dû prendre fin. Au lieu de cela, les médecins vont laisser la maladie se développer chez les 600 pauvres agriculteurs. Ce n'est qu'en 1972, 40 longues années après le début de l'étude de Tuskegee, qu'un médecin épidémiologiste du département de santé publique américain lance l'alerte dans les médias. Son nom est Peter Buxton, et il a déjà écrit plusieurs fois à ses supérieurs sans succès. Durant tout ce temps, les victimes de ce complot raciste n'ont jamais rien suspecté. En fait, les chercheurs avaient été encore plus perfides. Lorsqu'on a su que la pénicilline pouvait soigner la syphilis, ils ont interdit aux 600 hommes d'en prendre car ça pouvait être dangereux pour eux. Et même lorsque l'armée américaine a distribué le traitement à tous ses soldats volontaires durant la Seconde Guerre mondiale, les cobayes ont refusé d'en prendre car leurs médecins locaux les ont dissuadés. Finalement, 160 de ces hommes sont décédés de syphilis à un moment où on savait comment la soigner. Traîné au tribunal, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, qui est pourtant censé protéger tous les Américains contre les maladies, a payé 9 millions de dollars à ses victimes. Le gouvernement, par la voix du président Bill Clinton, a présenté ses excuses et l'affaire a été oubliée. Et voilà les tortues, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des sujets de vidéos qui vous plairaient. Abonnez-vous, laissez un like, partagez la vidéo et à très bientôt.